Bonjour et merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, je suis Laurent Risser, je suis ingénieur de recherche à l'Institut de mathématiques de Toulouse, ainsi que dans le cluster IA à NITI. Et je vais vous parler aujourd'hui d'explicabilité en machine learning avec une présentation de voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi, à quoi ça sert. Voilà. Alors, première slide. Donc, avant de vous parler d'explicabilité, quand même pour poser le contexte, savoir de quoi on parle concrètement, je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'on appelle un système, alors d'IA ou de machine learning spécifiquement. C'est ce que vous voyez en haut, là, sur l'image. Donc, c'est une boîte noire entraînée dessus sur qu'est-ce que c'est l'entraînement, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire. Là, c'est une fonction mathématique, même, on peut dire. Des variables, alors des variables, je vais vous illustrer ce que c'est après, et qui fait des prédictions. Alors aujourd'hui, on parle aussi d'IA générative. Il peut aussi prendre des entrées, par exemple un texte, et puis générer des images. Mais ça peut être aussi, voilà, je vais vous donner 3 exemples. On va à la banque, on demande un prêt bancaire, hop, on a notre dossier. Notre dossier, c'est les variables d'entrée, et la prédiction, c'est est-ce qu'on a le prêt ou non, à quel taux, ce genre de choses. J'ai commencé à vous donner ce petit exemple là sur le prêt bancaire, mais il y en a d'autres. Donc, l'IA ou le machine learning en général, ça peut servir à beaucoup de choses, des choses qui vont nous intéresser même en sciences ou pour le grand public. Donc, pour le grand public, il y a cette histoire de prêt bancaire, mais on peut avoir aussi d'autres applications qui vont intéresser ici à l'OMP, je pense. Il peut y avoir la détection de main. Ici, là, sur mon deuxième, alors je vais ce petit, montre le routier. Ce qu'on peut faire, c'est un algo d'IA, de machine learning, peut détecter le type de données qu'on a. Donc ici, on peut avoir pris un algo de machine learning avec Imaget. On a des forêts. Donc un algo de machine learning, ça peut servir à ça. Une application qui a un vrai impact un impact social, c'est aussi le pre-screening. Alors, pre-screening, quel est ce mot barbare? Si vous vous cherchez un emploi, vous mettez votre CV sur LinkedIn, par exemple, ce qui est assez classique aujourd'hui, eh bien, des employeurs vont pouvoir après vous repérer. Comment vont-ils faire? Ils vont rentrer des requêtes sur LinkedIn, ils vont dire j'ai besoin de quelqu'un qui fait ça, ça, ça et ça. Ces profils seront sélectionnés ou non. Voilà, après, il y aura tout un aspect humain de voir peut-être plus dans le détail qui on souhaite avoir, quel type de personnalité, de profil vraiment spécifique. Par contre, ce qui est important, là où vraiment il y a l'algorithme machine learning va être important, lui, il va avoir en entrée notre CV, notre biographie, et il va donner un score à ce profil, ce score qui va permettre de classer les différents profils qui seront montrés aux recruteurs. Donc ça, c'est du machine learning. Alors pourquoi cet exemple? Il a un vrai impact social, parce que si l'algo est biaisé, par exemple, s'il a tendance à représenter pour certains métiers certaines personnes plutôt que d'autres, sur des critères indépendants de la qualité ou de la pertinence des dossiers, là on peut parler de biais, de discrimination. Donc tout ça pour dire, l'IA, voilà, ça peut servir à beaucoup de choses, mais aujourd'hui il y a quand même des questionnements sur l'impact sur l'humain des décisions d'IA. De manière plus générale, donc là je vais rebondir sur l'aspect imagerie satellite, on peut aussi avoir un impact en termes de qualité de prédiction. On peut se questionner ah tiens, est-ce que dans certains contextes, on va mieux détecter certaines formes, certains contextes, certaines catégories de données, plutôt que d'autres? On va avoir plus ou moins d'erreurs. Et ça, d'un point de vue industriel, on peut aussi se questionner sur la fiabilité de l'outil. Dans quel contexte il va être bon, tout ça. Pour bien expliquer, pour bien comprendre
pourquoi un algo sera bon dans certains contextes plutôt que d'autres. On va pouvoir mesurer ces histoires de biais, de fiabilité, mais pour aller un peu plus loin, on va aussi expliquer pourquoi une décision est prise. Sauf que, comme vous le voyez, ces algorithmes, c'est des algorithmes dits boîte noire. De base, on ne peut pas forcément comprendre pourquoi ils marchent ou non, en général. Pas tous, mais en général. C'est ce que vous allez voir dans la slide prochaine. D'où l'importance aujourd'hui de ces questions d'explicabilité. Gigantesque, type LinkedIn. Donc le machine learning, c'est ça, c'est vraiment apprendre à faire des décisions à partir d'exemples et puis après le réutiliser sur de nouveaux exemples. Et ça marche. Alors, là je reviens là sur mon petit exemple de l'accès à un prêt ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des modèles de machine learning qui ont cette forme-là. Très simplifiée pour l'exemple. Voilà, j'ai mon dossier, et puis mon dossier, on va regarder dans mon dossier quel est mon âge, pour savoir si j'ai accès ou pas au prêt. Puis bon, si j'ai moins de 30 ans, on dit non, allez, pas de prêt. Si j'ai entre 30 et 45 ans, on va regarder mon salaire annuel, et là, on va regarder ce que j'ai, c'est oui ou non en fonction de ce que j'ai. Si j'ai entre 46 et 55 ans, on regarde à nouveau le salaire annuel, on est un peu plus dur, mais bon, voilà. Et puis si j'ai passé 55 ans, pas de prêt. Alors, donc, ce modèle-là, on peut être d'accord ou pas, trouver ça dégueulasse, ou dire, bon, bah ouais, c'est rationnel. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui va nous intéresser ici, c'est que on peut expliquer la décision. Là, j'ai eu ces règles de décision. Si moi je suis un client, j'étais à la banque, je me dis, mais je suis lésé, c'est pas normal que j'ai pas le prêt, pourquoi vous me l'avez refusé? On peut expliquer au client pourquoi le prêt a été refusé. Voilà, on peut aussi, voilà, la personne aussi qui utilise la machine, qui presse sur le bouton, elle peut aussi comprendre les décisions. Ça, légalement, c'est important. Et puis après, d'une manière un peu plus subtile aussi, on peut aussi vérifier que la décision soit prise pour des raisons qui sont légales. Si on dirait, suivant le genre, si vous avez votre prêt ou pas, là, c'est quelque chose qui est légal, qui est puni par la loi. Donc, ces modèles-là, Canaan présente l'intérêt d'être complètement explicables, compréhensible par l'utilisateur, les gens qui l'utilisent, ce qui est une bonne chose, qui permet de vérifier déjà s'ils ont du sens et s'ils sont légaux. Alors maintenant, je vais retourner plus sur mon exemple de données RH. Je reviens sur mes données type LinkedIn. Là, j'ai une biographie. Alors, je pense que là, vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit. Moi, j'ai du mal, c'est un peu pixelisé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui dit elle travaille dans ça, voilà. Je fais ci, j'ai fait ça. C'est ma biographie. Et là, à partir de cette biographie, on peut essayer de décider quel est le score de cette biographie pour un métier donné. Là, on fait du prescreening. Alors, si on fait ça avec du machine learning, on ne va pas utiliser des arbres de décision, là, comme on a vu tout à l'heure. On va utiliser des trucs un peu plus fous. Donc déjà, on va transformer la représentation de ce texte en ce qu'on appelle un embedding. Voilà, une représentation un peu abstraite. Alors là, typiquement, ce qui se fait, on va utiliser un réseau de neurones qui va calculer une représentation assez générique d'un texte. Et ce réseau de neurones, pour faire le travail, il a été appris sur un ensemble de beaucoup de livres, tout Wikipédia, soit plus de 16 gigaoctets de données. Donc là, on a un réseau de neurones qu'on a appris typiquement sur tout Internet, ou à pas grand-chose près, à détecter du texte en anglais et le comprendre. Voilà. Par contre, ce n'est pas spécialisé pour une tâche, on va dire. Donc, on a cette première phase d'un réseau de neurones gigantesque qui transforme l'information de manière générique. Et à partir de cette représentation générique de l'information, on peut apprendre à un réseau de neurones un peu plus simple, mais spécialisé, à détecter quelle biographie correspond à quel métier, pour faire des recommandations automatiques. Donc là, typiquement, on a travaillé sur un jeu de données classique, on l'a mis en ligne, distribué librement par Microsoft, qui a 150 000 observations, donc on a 150 000 biographies et les métiers correspondants.
Et grâce à ça, on arrive à avoir des scores plutôt bien. Donc là, on dit, pour ce métier-là, on a 91%, on va avoir un score, on va dire, de 80% pour avoir un métier de chirurgien. Donc bon, voilà, ça ouvre beaucoup de choses. Ce qu'on va en retenir, c'est que là, clairement, cette recommandation-là, elle est faite à partir déjà de beaucoup de jeux de données d'apprentissage, mais surtout de réseaux de neurones qui sont gigantesques. Donc, éventuellement, si on a accès aux réseaux de neurones sur notre machine, on peut voir l'ensemble des traitements. C'est tout à fait faisable, mais ces traitements, ils se comptent en millions, avec des non-linéarités, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, concrètement, on ne peut pas comprendre la décision. Même si on peut tout retracer, c'est impossible de comprendre ce qui se passe. Donc là, bon, je disais, voilà, j'ai pas mal bossé là-dessus. Est-ce qu'on peut garantir que ces décisions ne sont pas sexistes? Est-ce qu'on peut garantir que ces décisions ne sont pas ci, ça? Ben, c'est pas évident. Pour y arriver, il faut quand même expliquer un minimum comment la décision a été prise. Et ça, voilà, ça ouvre pas mal de questions qui sont, je pense, pas mal ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, voilà. J'ai mangé un peu la mèche. Alors, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, enfin, en tout cas sur ma présentation, on va déjà distinguer plusieurs types d'algorithmes de machine learning. Vraiment, il va y avoir ceux qui sont en boîte blanche, où on connaît les règles de décision, et j'ai envie de dire, elles sont pas non plus trop nombreuses, donc tout reste à peu près explicable. Après, il y a des méthodes, on va aller sur les boîtes noires directement. Ces méthodes-là, donc on connaît les entrées, on connaît les sorties, mais on n'a pas du tout accès à ce qu'il y a dedans, voire on ne sait même pas quel type de modèle est utilisé. Ça, typiquement, si je suis une entreprise qui a acheté un sous-traitant, un modèle de réseau de neurones pour résoudre mon problème, bon, je ne sais pas trop le réseau de neurones qu'il y a dedans, mais bon, je sais que ce qu'ils font, ça marche, très bien. J'ai accès aux entrées et aux sorties, mais rien d'autre. Et après, donc, il y a tout ce monde un peu entre deux, on a éventuellement accès à un accès partiel à l'information. On peut de temps en temps savoir quelle est l'architecture des données, connaître un peu comme je vous disais tout à l'heure. On peut avoir l'intégralité des représentations intermédiaires des données ou des traitements. Donc là, on est, on va dire, en boîte grise. Donc là, sur ce que je vais présenter, je vais vraiment m'intéresser à ces deux cas. Soit on a accès à rien du tout, soit on a un accès assez limité aux informations. Et quand même pas beaucoup d'hypothèses sur ce qui se passe. Alors après cette introduction, qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc je vous avais dit, il y avait quand même un aspect comprendre pourquoi il faut expliquer. Donc ça va être vraiment cette partie 1, que je vais décomposer en 3 parties. Alors déjà, celle-là, ça va être la plus technique. Si je vous perds, dites-vous que on peut suivre la suite sans avoir tout compris, même si je vais essayer de bien détailler. Donc la première partie, ça va être vraiment comment un réseau de neurones traite l'information. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire. Après, alors là, je vais vous raconter une petite histoire que j'aime bien, dans laquelle des décisions de réseau de neurones peuvent être bonnes, peuvent être justes, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Donc là, il y a des histoires de variables confondantes. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et ça, c'est un vrai problème dans les réseaux de neurones. Ça conduit à des vrais soucis, des décisions qui ne sont pas forcément robustes. Alors ça, je vous toucherai juste une petite slide dessus pour dire que ces histoires d'explicabilité, ça commence à être encadré par la loi. Il y a tellement de grand n'importe quoi, c'est un peu le Far West, ce monde du machine learning. Donc il y a quand même des enjeux sociaux, économiques, tout ça, derrière l'IA aujourd'hui. Donc voilà, juste pour vous dire, le droit commence à s'emparer de la question pour qu'on ne fasse pas trop n'importe quoi. Après, donc, la partie 2, ce sera vous raconter, vous expliquer 3 solutions pour expliquer les décisions de modèles boîte noire ou éventuellement boîte grise en machine learning. Alors là, c'est 2 grands classiques, il y a Lime et GradCam, qui sont sans doute les solutions les plus populaires. Après, une petite solution maison, voilà, je vais faire ma petite pub aussi, mais sur un outil qui est intéressant, qui est un peu alternatif, et un autre point de vue de ce que peut être l'explicabilité en IA. Ok, alors on va se lancer. On va se lancer donc sur, comme je vous ai dit, comment un réseau de neurones traite l'information. Alors plutôt que de faire un truc trop théorique,
Je vais vous le faire par exemple. Donc, un jeu de données que j'aime beaucoup, qui est Céleba. Alors, Céleba, c'est quoi? C'est un jeu de données, il y a, je ne sais plus, il me semble, plus de 200 000, quelque chose comme ça, photos de célébrités. Là, vous en reconnaissez sans doute quelques-unes. Et pour chacune de ces photos, il y a 40 labels qui sont annotés. Est-ce que la personne a des lunettes? Est-ce qu'elle a un chapeau? Et ainsi de suite. Donc voilà, des labels comme ça, il y en a 40. Et ce jeu-là est assez intéressant parce qu'il nous permet d'apprendre à des réseaux de neurones à détecter voilà, certaines caractéristiques. Alors typiquement, détecter si quelqu'un a des lunettes, ça on le fait en TP2M2, on a 99% de bonnes prédictions avec du réseau de neurones assez simple. Ça marche bien, c'est vraiment efficace. Il y en a des plus compliqués. Voilà. Donc, et puis il y a même des labels qui ne sont pas toujours très bien annotés. Ça, c'est encore une autre histoire. Bon, quoi qu'il en soit, ce jeu-là, il est assez sympa et il permet de comprendre ce qui se passe, de s'exercer, de monter en compétence sur les réseaux de neurones. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? En entrée, donc, on va avoir des images RGB, donc rouge, vert, bleu. Alors, 64 x 64 pixels. Et puis après, qu'est-ce qu'on va vouloir prédire avec ce jeu? Donc là, on peut prédire jusqu'à 40 caractéristiques. Ici, j'ai juste gardé est-ce que la personne a des lunettes, est-ce que la personne sourit et est-ce que la personne est jeune. Bon, voilà, 3 caractéristiques. Alors, comment je vais m'y prendre pour justement faire ces prédictions? Alors, juste vite fait dans la salle, si je vous montre un dessin comme ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a, ouais, pour l'essentiel? Ok, c'est plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va utiliser une architecture très classique de réseau de neurones, un truc type VGG. Donc, une architecture dans laquelle mon réseau de neurones, ça va être ça. Je vais avoir en entrée 3 images, enfin 3 canaux d'une image. Donc, j'ai une image RGB, donc rouge, vert, bleu. Donc là, mon image là, que je mets en entrée, je vais avoir un premier canal qui va correspondre au canal rouge, un deuxième canal qui correspond au canal vert, et le dernier qui correspond au canal bleu. Okay, donc là, j'ai une image 3 canaux. C'est ce que je vais avoir. Cette image, qu'est-ce que je vais en faire? Quelque part, mon réseau de neurones, la première chose, il va la transformer en une image 4 canaux avec une stratégie que je vais vous expliquer dès la prochaine slide. Il va sous-échantillonner en 4 canaux. Ces 4 imagettes, enfin ces 4 canaux, je vais à nouveau les transformer de manière à avoir 8 canaux. Je sous-échantillonne. Après, je retransforme de manière à avoir 16 canaux. Je sous-échantillonne, je mets à plat, je transforme et j'ai 3 sorties qui correspondent à la probabilité estimée d'avoir des lunettes, la probabilité estimée que la personne sourit et la probabilité estimée que la personne soit jeune. Donc un réseau de neurones, alors là je suis sur du assez simple, hein, mais typiquement, il va traiter l'information de cette manière, en modifiant peu à peu l'information d'une représentation image vers des probabilités. Alors là, voilà, j'ai mis des équations pour montrer, alors, à la fois qu'il y a des maths, mais surtout pour montrer qu'il n'y a pas de magie. Donc comment on va passer d'une couche à une autre? Donc là, ici, j'ai dit, ah ben là, j'avais 3 images, 3 canaux finalement qui représentent mon image RGB. Et là, je vais à 4 canaux. Alors, que va représenter chaque canal? Chaque canal, ici, là, ça va être la somme de chacun des canaux après être passé dans une fonction de convolution, avoir ajouté une certaine valeur et mis à zéro tout ce qui était négatif. Donc là, c'est ce que je retrace ici. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de magie. Voilà, ce que je veux retenir pour l'instant, il n'y a aucune magie là-dedans. Pour passer de là à là, c'est juste une fonction mathématique. Alors, c'est des convolutions, pour ceux qui s'y connaissent en images. Il y a beaucoup de convolutions là-dedans. Je vais vous l'illustrer par la suite. Qui transforme l'information d'une couche vers l'autre. Après, ça, c'est du sous-échantillonnage. Bon, on garde voilà, des choses. À nouveau, des convolutions, des moyennes, du sous-échantillonnage. Et là, ici, donc, j'ai quelques imagettes.
je les mets à plat, et puis après, c'est des convolutions matrices vecteurs, enfin, c'est des multiplications matrices vecteurs et des non-linéarités. Donc concrètement, ce qu'il faut voir, c'est que tout peut se retraduire sous forme d'équations qui dépendent, voilà, de paramètres et des données. Alors ces paramètres-là, ça va être vraiment intéressant. C'est ce qui va nous intéresser. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se passe en pratique pour comprendre vraiment ce qui se passe. On a vu ici, en fait, là, chaque point de chaque canal ici, c'est finalement le point correspondant dans un canal avant qui a été convolué par un petit filtre de convolution, plus le point correspondant dans le deuxième canal après un filtre de convolution, plus ce qu'on avait dans le troisième canal après un filtre de convolution. Je veux aussi garder ce qui est positif. Ça, c'est relu. Bon, je ne vais pas trop en discuter, même si ça a vraiment beaucoup d'intérêt en pratique. Donc concrètement, chaque canal ici, c'est la somme de mes trois canaux qu'on avait là, après, pour chacun, une convolution. Et puis, j'y rajoute un petit terme ici, qu'on appelle un terme de biais, qui permet de gérer, qui va avoir un intérêt après ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'avais cette information, mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai ces filtres de convolution. C'est eux qui vont ressortir des propriétés dans chacun des canaux précédents. D'ailleurs, si je vais un peu plus loin, ce qu'on retrouve, c'est la même chose. Si je me demande là comment j'étais passé d'un canal à tous ceux qu'on avait avant, j'ai à nouveau des filtres de convolution que j'ai moyennés. Donc ça, on le retrouve tout le temps. Alors, les filtres de convolution, ceux qui ont fait l'image, je pense qu'ils connaissent. Pour les autres, l'idée, c'est qu'ils ressortent vraiment des propriétés dans les images. Ils peuvent éventuellement flouter l'image, ils peuvent ressortir des changements d'intensité dans une direction donnée, éventuellement capturer des textures, ou alors des structures qui ont une certaine forme. Donc les filtres de convolution, ils servent réellement à ça. Alors, un autre point. Donc ces filtres de convolution, là, ils sont optimales pour prendre ma décision. Au début, quand j'ai mon réseau de neurones, je le tire plus ou moins au hasard. Ou alors, sinon je vais en avoir des génériques qui marchent bien au choix. Lors de l'apprentissage de mon réseau de neurones, ces filtres-là, puis même ces termes de biais, c'est quelque chose que je vais apprendre. En fait, mon réseau de neurones, au début, je vais fixer son architecture, je vais dire il va faire des convolutions, des trucs, des additions, des soustractions. Mais quand je vais apprendre à mon réseau de neurones à faire de bonnes prédictions, je vais essayer de trouver les paramètres du réseau de neurones qui sont optimaux. C'est-à-dire qui vont me permettre d'avoir les meilleurs résultats. Je vais y revenir dessus, mais concrètement, ça, tous ces filtres, toutes ces valeurs-là, le terme de biais ici, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai finalement tuné, j'ai optimisé ça quand j'ai appris à mon réseau de neurones à faire de bonnes prédictions. J'ai fixé sa structure, mais j'ai optimisé ses paramètres. D'accord? Alors, un truc rigolo, du coup, on peut se dire, tiens, mon image était comme ça, donc elle était là sur les trois canaux, je la représente sous forme d'une image couleur. Là, j'ai appris mes filtres de convolution, là, ce que je vous montre, c'est après 15 époques, j'ai un truc qui marche. Donc là, ici, là, j'ai ces 4 représentations de mon image, elles ressemblent à ça. Donc là, ici, typiquement, j'ai enlevé tous les détails, j'ai gardé le background. Là, j'ai l'information qui est autour des yeux. Là, on va être sur la figure. Et là, j'ai plus des contours assez génériques. Donc, quelque part, les 4 premiers filtres de convolution ici, ils m'ont permis de ressortir ces informations de mon image. Après, j'ai d'autres convolutions, et ainsi de suite, qui me donnent ça. Donc là, maintenant, les 8 petites imagettes qui représentent cette information-là un peu compactée, elles représentent ça. Et à la fin, là, j'ai 16 imagettes qui me représentent mon image sous cette forme-là. Donc voilà, donc là, ce qu'on peut voir, ce qui est évident, c'est que j'ai transformé la représentation de l'information. Et là, donc je reviens dessus, cette transformation de la représentation de l'information, elle est optimale
pour faire des prédictions. Elle a un but. Moi, clairement, honnêtement, autant là, je sais interpréter ce qui se passe. Je vous dis, là, c'est les yeux, là, c'est le fond, là, c'est plus ou moins le milieu, là, c'est les contours. Autant là, ça commence à devenir un peu abstrait. Plus on va aller loin dans les couches, plus on a une représentation abstraite de l'information. Alors, on y reviendra après. Elle reste à peu près localisée encore, quand même. Après, là, ce que je vais faire ici, donc là, je mets tout ça à plat, je vais faire des moyennes pondérées, d'autres, je vais mettre des non-linéarités. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Par contre, on va vraiment regarder ça. Alors, hop, si ça veut bien marcher. Ouais, il n'y a pas grand-chose. On l'a sur la visio. Tu l'as sur la visio? Ouais. Je cherche ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ok, on est bon. Ok. Donc là, ce que je vous ai montré, c'était donc comment le réseau de neurones, ce réseau de neurones, est transformé l'information. Un deuxième point qu'il faut voir, c'est, donc je vous ai dit, c'est tous ces filtres de convolution, ces poids, tous les paramètres du réseau de neurones, ils ont été optimisés pour faire de bonnes prédictions, alors en moyenne. Donc ça, maintenant, on peut se questionner, c'est l'autre point de comment le réseau de neurones traite l'information, c'est comment il réussit à apprendre de bons paramètres pour faire de bonnes prédictions. Comment il fait? Donc là, je vous montre sur cet exemple-là, j'ai mon image, je la transforme comme je viens de vous montrer. À la fin, j'ai ma prédiction, donc j'ai mes 3 probabilités. Et pour optimiser mes paramètres, je veux que mes paramètres ils soient les meilleurs possibles. Voilà. Il y a un petit souci. Là, ça, c'est le réseau. Ah. Parce que dans ce code-là, la présentation est à Paris et ça doit ramener sur le réseau. D'accord. Ouais. On peut passer. Si ça tarde trop, on va passer en mode classique. Voilà. Ça laisse le temps d'assimiler. Voilà. Attends, 2 secondes. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il va y avoir qu'une solution. Bon, si ça dure trop. Allez, mais c'est reparti. Ok, bon allez, j'espère que ça a permis de réfléchir, mais pourquoi ça marche, tout ça. Alors, donc, ok, on a vu donc, comment l'information a été propagée. On part d'une image, on transforme ça en 3 probabilités. Et, mais où est la magie? En fait, la magie, il n'y en a pas. Mais on va quand même dire que c'est grâce à ces filtres de convolution qui ont été optimisés pour bien marcher en général. Donc, comment on les a optimisés? Pour les optimiser, alors là, je vais partir vraiment de l'exemple le basique. C'est j'ai une image, j'ai mes prédictions, donc là j'ai mes scores, et je sais ce que j'aurais aimé avoir. J'avais dit mes images sont annotées, c'est-à-dire pour chaque image, je sais si la personne a des lunettes, je sais si elle sourit, je sais si elle est jeune ou pas. Ok. Donc là, on a à la fois des prédictions et ce qu'on voudrait avoir. À partir de là, si je regarde ça, je pourrais, bon, il y a plein de manières de le faire, mais je pourrais calculer, d'une certaine manière, une erreur moyenne. Donc là, je peux dire, ben là, je voulais avoir 0, j'ai eu 0,02. Hop, je vais mettre ce truc-là au carré. J'ai une erreur au carré sur cette proba. Là, je vais ajouter aussi l'erreur au carré pour le sourire. Et rajouter l'erreur au carré par rapport au fait d'avoir une personne jeune. Il y a pas mal de manières de faire ça. Voilà, là, j'ai utilisé une technique un peu classique. Mais ce que je vais faire, je vais comparer ce que j'ai donné à ce que j'aurais aimé avoir et je vais avoir une sorte d'erreur, ce qu'on va appeler un loss. Voilà, une erreur moyenne sur cette image-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, c'est la formule un peu générale en machine learning. Ce qu'on va dire, donc,
ce que je vais appeler θ, c'est les paramètres de mon modèle. Vous avez vu tous les filtres de convolution, les biais, tout ça, tout ce qui me permet de traiter l'information. Je vais le regrouper là-dedans dans θ. Et ce que je vais vouloir faire, en fait, je vais dire le θ optimal, c'est celui qui minimise l'erreur moyenne sur toutes mes données d'apprentissage. Là, on en a vu une, mais imaginons, j'ai 100 000 images. Sur mes 100 000 images, je sais si les gens ont des lunettes, s'ils sourient, s'ils sont jeunes. Eh bien, sur mes 100 000 images, je vais regarder quelle est l'erreur avec des paramètres donnés, et puis je vais modifier mes paramètres de manière à modifier, à minimiser cette erreur. Je vais avoir le moins d'erreurs en moyenne. Voilà. Bon, alors juste cette erreur moyenne, on va appeler ça le risque empirique par rapport à θ. Retenez juste cette notation, je vais la réutiliser dans les prochaines slides. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est avoir les paramètres qui font le moins d'erreurs de prédiction, ce qui est assez naturel. Alors, comment on fait ça? Je ne vais pas vous le détailler. Mais voilà, on va faire une technique de descente de gradient. Alors, qu'est-ce que ça va faire, la descente de gradient? Ça va modifier tous ces paramètres de manière incrémentale. C'est-à-dire, je vais faire des prédictions avec mes paramètres courants. Je vais regarder si c'est bien ou pas bien. Et je vais regarder qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer un petit peu les résultats. Comment je pourrais modifier un peu tous mes paramètres. Et une fois que je sais comment j'aimerais améliorer mes paramètres, enfin je pourrais améliorer mes paramètres, je vais les améliorer un peu. Et je vais faire ça peu à peu jusqu'à convergence. Bon, pour ça, il faut calculer ce qu'on appelle le gradient du risque empirique, c'est-à-dire la dérivée de mon erreur moyenne par rapport à tous les paramètres du réseau de neurones. Et voilà, ça, on le fait avec l'algorithme de backpropagation. Voilà. Ça, si vous regardez un cours de réseau de neurones, vous trouverez tout ce qu'il faut pour ça. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Concrètement, alors, ça va être assez intéressant du coup. On va se dire maintenant, on regarde, on se souvient, on avait donc notre réseau de neurones, on avait tous nos filtres de convolution, nos termes de biais, et ainsi de suite. Là, maintenant, il y a une technique algorithmique, donc il y a ce qu'on appelle la backpropagation, rétropropagation, qui permet de calculer la dérivée du risque empirique par rapport à chacun des paramètres que j'ai dans tous mes filtres de convolution, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Imaginons, voilà, ici, j'ai une valeur qui est assez faible. La dérivée, qu'est-ce que ça va signifier? Donc, la dérivée du risque empirique par rapport à cette valeur, c'est si cette valeur avait été un peu plus haute, est-ce que le risque empirique aurait été plus grand ou plus faible? Sous-entendu, est-ce que j'ai intérêt à augmenter ou diminuer la valeur en ce point du filtre pour faire moins d'erreurs? Même chose, ici je regarde la dérivée du risque empirique par rapport à cette valeur, est-ce qu'elle devrait être un peu plus haute ou un peu plus basse pour avoir moins d'erreurs? Là j'ai un terme de biais, est-ce qu'il devrait être un peu plus haut, un peu plus bas? Et ça, ce truc-là, grâce à la rétropropagation de l'erreur, du risque empirique, je vais pouvoir calculer pour absolument tous les paramètres de mon réseau de neurones, est-ce que je devrais augmenter ou diminuer un peu les valeurs de chacun des paramètres de manière à faire moins d'erreurs. Et en faisant ça peu à peu, je vais converger, si j'y arrive, vers quelque chose de bien. Là, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on peut visualiser aussi. Alors là, bon, ça, c'est un peu barbare, là, le terme, mais c'est pour chaque terme, ici, quelle est la dérivée du risque empirique par rapport à ce terme. Donc là, ici, alors là, on a des valeurs entre 0,2 et moins 0,2. Ici, on est de l'ordre de 10 moins 6, donc il ne se passe plus grand-chose. On ne va pas trop bouger, là, on a convergé. Mais concrètement, ça veut dire que ici, là, j'ai une valeur qui est positive. C'est-à-dire, si cette valeur-là augmente un petit peu, je vais faire un petit peu plus d'erreurs. Donc là, j'ai tout intérêt à diminuer un peu cette valeur. Là, celle-là, là, j'ai une valeur négative. Donc, si cette valeur diminue, alors je vais augmenter le risque empirique. Donc, j'ai tout intérêt à diminuer cette valeur. Augmenter, ouais, pardon, je me suis planté. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on a ici. Et ça, on l'a pour tous les paramètres du réseau de neurones. Alors, je ne vous demande pas de retenir tous les principes, tout ça. Par contre, ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment important
pour l'explicabilité de retenir, c'est que dans des réseaux de neurones, on a la capacité de calculer tous ces gradients. Et ça peut être pratique dans certains cas pour expliquer les décisions. D'accord? Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est très puissant, ça marche bien. Alors, un autre point. Je vous ai dit, moi, ce qui m'intéressait quand j'apprenais mon réseau de neurones, c'était justement de savoir si je devais augmenter ou diminuer les valeurs de tous mes paramètres. Alors, il se trouve que techniquement, pour faire ça, il faut aussi que je calcule par rapport à la représentation de mes données, là, couche après couche, il faut aussi que je calcule la dérivée du risque empirique par rapport à la représentation de mes données. Alors ici, par exemple, on est là, je suis là, donc là j'ai la représentation dans un canal de mon image d'entrée, sur un canal. Là, je vois la dérivée du risque empirique par rapport à chacune de ces valeurs. Si chacune de ces valeurs était plus haute ou plus basse, est-ce que je ferais plus d'erreurs ou pas? Donc, pareil, ça c'est un truc que je calcule quand je fais ma rétropropagation, j'en ai besoin. Et ça peut être intéressant, ce genre de choses aussi pour l'explicabilité, ça peut être pas mal. On est bon? Bon là c'était vraiment vous poser les bases de ce qu'on peut faire avec des réseaux de neurones. Je ne demande pas de le refaire tout ça, mais sachez que ça existe et que c'est des choses qui, si on maîtrise un minimum ces outils-là, ne sont pas si compliqués. Ça se fait d'ailleurs si vous utilisez des réseaux de neurones, même avec des outils assez haut niveau, tout ça vous le faites sans le savoir. Mais ça peut être contrôlé, ça peut être utilisé. Ok, alors on va passer à autre chose. Donc là, je vous ai montré un peu comment ça fonctionnait, ce qu'il y avait dans la machine, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Maintenant, une petite histoire. Là, je vais vous raconter 2 histoires d'affilée. Les 2, je les aime bien, elles sont chouettes. Donc là, c'est l'histoire des variables confondantes. Alors, avec la vente de glace et les attaques de requins. Alors, imaginez, vous êtes sur une plage en Californie, et puis, soit vous avez plus ou moins de chances d'acheter des glaces, parce qu'il va faire plus ou moins chaud en pratique. Donc là, on a en orange les ventes de glace, qui ont augmenté d'année, mais on a aussi les attaques de requins. Il faut faire gaffe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les deux sont très largement corrélés. Donc là, la question qu'on peut se dire, c'est est-ce que les requins aiment les gens qui mangent des glaces? Ils sont plus grassouillés, c'est meilleur. Bon, je pense que le bon sens vous fera vite comprendre que non. Donc là, en fait, on a une corrélation très forte entre 2 variables, mais il y en a, comment dire, il n'y a pas de relation de causalité entre les deux. C'est pas parce que les gens mangent des glaces qu'ils vont être attaqués par des requins. Par contre, on peut se dire, s'il fait chaud, il y a plus de gens qui vont se baigner, donc naturellement, il y a plus d'attaques de requins. Et en parallèle, il y a aussi plus de gens qui achètent des glaces et qui les mangent. Donc là, il y a cette histoire de température, de saisonnalité, qui est ce qu'on va appeler une variable confondante. On pourrait dire, oui, il y a une corrélation entre les deux. Oui, c'est vrai. Mais penser qu'il y a une relation de causalité, c'est pas vrai. Il y a une variable confondante là derrière, qui est la température, ou la saison, pour le prendre comme on veut. Donc ça, c'est quelque chose qui a peut-être l'air d'être complètement différent de ce que je vous ai montré il y a 2 slides, mais qui va être très lié. En fait, ces histoires de variables confondantes, on n'a pas de bol, mais les réseaux de neurones, ils sont très très sensibles. Alors là, je vais vous le prouver par exemple. Alors un autre exemple classique, une histoire que j'aime beaucoup aussi, celle des huskies contre les loups. Donc là, c'est un papier qui est assez célèbre, Ribeiro et al. Donc un gars qui a fait une équipe qui a fait un algorithme des plus classiques, qui a fait Lime, un des algos les plus classiques d'explicabilité. Ils l'ont justifié et rendu très populaire grâce à cet exemple. Donc là, on va dire on a des photos de husky et des photos de loup. Et on va apprendre à un réseau de neurones de distinguer les deux. Voilà, imaginons, moi, clairement, les animaux, je suis plus ordinateur qu'animaux, j'avoue. Et si j'allais en Sibérie, je croiserais une de ces bestioles, je ne saurais pas quoi faire. Donc je pourrais avoir mon assistant dans mon smartphone, est-ce que je dois courir ou non? Enfin bon, voilà. Voilà, donc c'est une appli qui peut être utile.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, pour apprendre un réseau de neurones, je vais faire exactement ce que je vous ai raconté. Donc là, j'ai des photos ici de whisky, un autre, là j'ai un loup, et ainsi de suite. Comme tout à l'heure, j'ai des données qui sont annotées. Donc là, j'ai mes whisky, mes loups, très bien. Je sais, à chaque image, je vais savoir ce que j'ai derrière. Et grâce à ces images, en faisant mon histoire là de descente de gradient, de backpropagation, tout ça, je vais apprendre les paramètres d'un réseau de neurones. Donc là, je le fais, donc très bien. Ça marche à la fin, j'ai 95% de bonnes prédictions. Donc, je ne sais pas si ça augmentera ma survie en Sibérie, mais bon, déjà, on ne sait jamais. Ça marche plutôt pas mal. Donc, très bien, ça marche. Ok. Alors, on regarde 95% de bonnes prédictions, mais de temps en temps, ça ne marche pas. Ah, alors on peut se poser la question de pourquoi ça ne marche pas. Donc là, on regarde, on a ce whisky là qui est pris en photo, il est classé comme étant un loup, mais ça n'a pas marché. Alors là, on va se poser la question donc, de pourquoi. Donc, les gars qui ont fait l'article de Lime, ils donnent une solution, je vous la montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai comment ils ont trouvé pourquoi ça ne marche pas. Mais la vraie raison, c'est quoi? C'est que dans les données d'apprentissage, les huskies étaient pris en photo au coin du feu, dans la nature, mais souvent dans des conditions plutôt sympathiques. Alors que les loups, eux, pour renforcer leur aspect sauvage, sont quasi systématiquement pris en photo dans la neige. Donc le réseau de neurones, il est un peu comme nous, il est feignant. Il va d'abord trouver les critères les plus simples pour distinguer les classes. Et là, quelque part, qu'est-ce qui est le plus facile d'après vous? Est-ce que c'est distinguer la forme de l'oreille, du museau, tout ça? Ou identifier est-ce qu'il y a de la neige ou pas dans une image? Le plus facile, si quasi tous les loups sont dans la neige, le plus facile, c'est regarder s'il y a de la neige dans l'image, parce qu'il y a beaucoup moins de variabilité sur la représentation de l'information que dire c'est le point du feu, là c'est des cailloux, c'est autre chose. Donc là, le réseau de neurones a appris à distinguer les deux animaux en regardant s'il y avait ou non de la neige dans l'image. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Donc ça, c'est vraiment important. On est, comme sur les glaces là, et les requins, sur une relation, finalement, une fausse relation de causalité. C'est pas parce qu'un animal est dans la neige que c'est un loup. Donc là, ce qui peut se passer, c'est le réseau de neurones, il peut être entraîné pour faire de bonnes décisions en moyenne, mais ça ne veut pas dire que ces décisions sont faites pour de bonnes raisons. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que dans la salle, il y a pas mal de physiciens, et ça, voilà, c'est embêtant. Donc là-dessus, il faut comprendre. Un autre point aussi, donc juste, ce genre de problème, ça existe aussi dans la société. Et là, on voit que les algos de réseau de neurones peuvent être utilisés pour l'aide à l'emploi, tout ça. Si on a ce genre de problème, on a vite fait d'être raciste, sexiste, tout ce qu'on veut. Ça colle pas trop avec ce qu'on voudrait niveau société. Donc il y a un encadrement légal de plus en plus fort aussi de ces algos. Donc tout ça pour dire, il y a une littérature énorme sur ce que font ces algos, sur l'explicabilité de ces algorithmes. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais il y en a des milliers d'autres. C'est ultra, ultra, ultra actif. Moi, ce que je vais faire, je vais juste vous expliquer quand même des stratégies qui marchent pour l'explication post-hoc, c'est-à-dire on a appris, on explique après, des réseaux de neurones, des images et des tables. Alors, la première, donc, c'est Lime, celle justement qui est associée au husky et au loup. Donc là, que va faire Lime? Lui, il va considérer qu'on a une boîte noire. Il ne va jamais regarder ce qu'il y a dedans. Il va regarder les données d'entrée, les données de sortie, et il va perturber les données d'entrée de manière aléatoire, apprendre un modèle type surrogate, mais très simple, à partir de ces données perturbées autour d'une image, enfin d'une observation, et essayer de comprendre ce qui se passe. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, je vais vous l'illustrer. On regarde le husky ici. Ce husky, on va faire une segmentation de l'image, on va trouver plusieurs sous-régions dans l'image, voilà. Et après, ce qu'on va faire, on va perturber tour à tour les régions, les intensités dans chacune de ces régions. Ici, par exemple, j'ai grisé la neige.
Donc là, on la voit un petit peu moins bien. Donc on va faire ça tour à tour et on va voir dans quelle région de l'image les perturbations des entrées impactent le plus les décisions. Et c'est là qu'on peut voir que finalement, c'est en perturbant les régions en général dans lesquelles on voit de la neige que la prédiction d'un loup est le plus perturbée. Donc ça, c'est une première technique d'explicabilité qui marche vraiment pas mal. Bon, je vais s'appeler cet exemple. Ok, une deuxième solution. Donc là, c'est chouette, mais déjà c'est sur des régions, et puis ça peut être un petit peu long, il a fallu faire une segmentation, c'est pas toujours hyper efficace. Il y a d'autres techniques, alors là par contre, qui font des hypothèses sur la structure du modèle qu'on utilise pour faire les décisions, comme GradCam. Donc GradCam, ça j'aime beaucoup, même si ça a ses limites. On rentre dans le détail, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu de la cuisine, mais ça marche pas mal. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure qu'un réseau de neurones, on pouvait backpropager l'erreur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Un truc qui est assez sympa, on peut se dire, là j'ai une image, quand il y a un chat et un chien, un boxeur. Donc le but du jeu ici, c'est de prédire quels sont les animaux dans l'image. Donc là, je peux dire, là, sur mes sorties, là j'ai une sortie qui dit quelle est la probabilité d'avoir un chat, ici. Ce que je peux faire, plutôt que de propager l'erreur de prédiction ici, je vais calculer la dérivée de cette sortie et la backpropager à l'intérieur du réseau. C'est-à-dire, je vais regarder pour toutes les représentations d'image, qu'est-ce qui va avoir un impact sur le fait de prédire que j'ai un chat. Mais je ne vais pas le faire en modifiant les entrées, je vais perturber quelque part la sortie et backpropager son impact à l'intérieur du réseau jusqu'à l'image d'entrée. Alors bon, c'est guided backpropagation, il y a une petite modification, c'est pas exactement la backpropagation, il y a un petit changement technique qui fait que ça marche pas trop mal, et voilà le genre de résultat que je vais avoir. Donc là, vous apercevez peut-être, j'ai le chat et le chien qui sortent. Donc ça marche plutôt pas mal, mais c'est pas parfait. Parce que moi, je demandais est-ce que j'ai un chat, il me ressort le chat et le chien. En général, c'est un petit peu instable en fait. Quand on est sur du CNN, pour ceux qui ont fait un peu de signal, filtrer des choses, c'est stabilisant. Faire des convolutions inverses, c'est pas hyper stable. Donc là, typiquement, on est sur ce genre de problème. Donc voilà, là on voit justement la backpropagation pour un chat et pour un chien, et on va avoir à peu près les mêmes zones qui ressortent. Déjà, on a quand même les points les plus influents. Alors il y a un truc un peu subtil, clairement de la cuisine, mais qui marche pas mal, c'est de se dire, on va backpropager cette dérivée ici, mais jusqu'à la toute dernière représentation des images. Là, j'ai des représentations vectorielles de mon information, j'ai pas de convolution, et je vais juste backpropager jusque-là. Donc déjà, je fais une hypothèse sur l'architecture de mon réseau. Cette information-là, quelque part, que je backpropage, là, la dérivée de la sortie par rapport à cette représentation, je vais la moyenner sur chaque canal. Là, ça va me donner un score sur chaque canal avant de mettre à plat l'image. Et ce truc-là, je vais l'assembler. Je vais calculer la somme pondérée de mes canaux que j'avais ici, avec les poids qui sont leur impact quand je backpropage. Je vais faire du relu dessus. Et là, ça va me donner la région la plus intéressante dans mon image. Ici, on voit, j'ai un boxeur, deux mastiffs, donc ce sera à peu près pareil. Et pour le chat, on est bon. Donc ça, c'est une technique. Théoriquement, elle n'est pas hyper fondée, on va dire. Mais elle se défend avec les mains, quand même. Par contre, ça marche bien. Donc ça, c'est quand même des trucs pas mal. Il reste combien? Et 50. 3 minutes. 3 minutes. Bon, je vais faire vite. Donc là, plus pour la solution maison. Donc maintenant, il existe encore d'autres stratégies où là, tout ce que je vous ai montré, donc ce qui est important de savoir, c'est en explicabilité. On peut expliquer autour d'une observation. On peut dire, là, on avait une image, on a un réseau qui est très complexe. On résout le problème en se disant, oui, on ne peut pas tout comprendre. Par contre, on peut comprendre pour une observation quelle perturbation, quel changement sur ce qu'on a fait aurait un impact pour expliquer une décision individuelle. Donc là, il y a d'autres stratégies, c'est moins courant,
pour l'explicabilité de groupe. Donc là, je vais aller un peu vite dessus, mais concrètement, on se demande si sur un jeu de test, comme quand on fait de la cross-validation, la représentation de certaines variables était différente. Typiquement, là, j'ai des jeux pour le crédit bancaire. Qu'est-ce qui se passerait si les gens étaient plus âgés en moyenne mais pas sur une observation individuelle, mais un groupe de données. Et là, on peut calculer, si les gens étaient plus âgés, quel serait l'impact sur le fait d'avoir un prêt à la banque. Là, on peut dire, tiens, si en moyenne les gens avaient fait plus d'études, mon algorithme donnerait plus de prêts bancaires. Donc, on peut avoir ce genre de choses qui existent, qui ne sont pas individuelles, mais sur des groupes. C'est un peu plus compliqué, mais ça marche quand même. Je vais conclure du coup. Donc, sur l'explicabilité, j'espère que je vous ai donné un petit aperçu, un truc un peu général qui va aussi introduire les autres présentations. Donc, il faut vraiment voir, c'est un champ qui est devenu vraiment important en machine learning. Dans certains contextes, c'est même devenu une obligation due à des contraintes légales. Je pense pour vous, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil important pour valider que les décisions, que ce qui est fait par des réseaux de neurones sont faites pour de bonnes raisons. N'oubliez pas, on peut avoir de bonnes décisions pour de mauvaises raisons. Et voilà, il existe différentes solutions. Alors là, j'étends un petit peu ce que j'ai fait par rapport à 2 projets là, dans lesquels j'étais impliqué. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est quand même une chose c'est les grands classiques, on va dire, du machine learning. Il y a d'autres solutions qui commencent à émerger. Alors, il y a tout ce qui est basé sur les concepts, qui vont essayer de trouver des concepts un peu plus complexes que juste une zone dans une image, qui permettent d'expliquer les choses. C'est encore un peu jeune, mais ça commence à bien marcher. Il y a aussi le fait d'hybrider les réseaux de neurones, c'est-à-dire de mettre des contraintes un peu physiques qui permettent, ça on l'a fait avec Romain, qui permettent de comprendre quelque chose et finalement même d'expliquer, en mettant un peu de physique dans un réseau de neurones, d'expliquer certaines propriétés de pourquoi on a pris une décision ou pas. Donc ça, c'est des choses un peu jeunes de l'ordre de la recherche, mais qui commencent à marcher. Donc voilà, c'est un champ qui, l'histoire n'est pas finie, très loin de là, je pense. Voilà, je vous remercie.